Bonjour Pierre-Luc. Bonjour Isabelle, on se retrouve après quelques entrevues qui datent déjà d'un bon bout de temps. Oui, Alors, bah, je te ça fait laisse plaisir. le plaisir de me triturer, pardon, de m'interviewer. Bon, écoute, il y a une question enfin, une question. Est-ce que la conscience pour exister, elle doit être en incarnation? Bien, tu m'amènes déjà assez loin. Je suis assez C'est, branchée sur les neurosciences en fait ces temps par rapport à la conscience. Enfin, il y a des études qui sont en train d'être faites. Et ce que je trouvais intéressant dans ce qui avait été amené dans le supramental, notamment par Bernard de Montréal, c'est qu'il disait que pour pouvoir évoluer, on doit passer par l'incarnation. Du coup, voici ma question. Mm. oui, je veux dire, la race ou le plan d'évolution de notre création, les humains, elle doit passer par l'incarnation parce qu'il s'apprend. En fait, l'idée de base de la création humaine, c'est de partir d'un animal, enfin, d'un animal qui existe déjà, et de le faire et de voir si ça peut évoluer jusqu'à devenir ce qu'anciennement on appelait l'égal des dieux. Est-ce Mhm. qu'on est capable de rendre une intelligence ou une vibration animale, de l'élever assez électriquement parlant, au niveau de la puissance, au niveau de ce que ça demande aux cellules? Est-ce qu'on est capable de pousser ça au point où ces êtres-là, quoique différents de nous, là je parle en termes de, si j'étais un de ces créateurs, j'ai un petit chemin à faire pour aller là. Mais pour qu'on puisse communiquer avec ces personnes-là, les personnes, c'est le nom qu'on donne aussi à ces êtres-là que nous sommes. Donc, est-ce que ces, ces créatures-là, je veux dire, est-ce que ces créatures-là sont aptes à partir d'une densité animale à monter jusqu'à nous? D'accord? L'idée, c'est de faire évoluer toujours les univers. Et je m'imagine que quelquefois, mon imagination humaine, qu'on se tourne les doigts un peu, on ne sait plus quoi faire. Donc aujourd'hui, comme les enfants, je vais construire un donjon pour je ne sais pas quel chevalier. Bon, alors là, on a déjà des animaux sur cette planète-là. On va regarder si on peut augmenter le taux vibratoire pour les capacités mentales et supramentales. Bon, ça, c'est ma fabulation à moi. Mais le but de la chose, c'est de faire monter la vibration. Et un des trucs, c'est de donner une conscience, de donner ce que nous, on appelle une conscience, c'est-à-dire la capacité pour l'humain, ce que l'animal n'a pas, de se regarder, d'avoir une certaine une capacité autonome dans les corps magnétiques subtils, de pouvoir observer les réactions du corps physique et les phénomènes physiques. Mhm. Je Donc, ne c'est sais pas si ça... oui, oui, J'y oui. vais un peu... ouais. Oui. Moi, je trouvais ça intéressant parce que justement, il y avait un parallèle entre ce qui avait été dit justement au sujet de l'obligation d'incarnation pour pouvoir justement évoluer. Et puis du coup, ben voilà, la conscience, elle est quand même... Enfin, j'ai pas Ben, suffisamment lu sur les neurosciences, mais c'est vrai qu'il y avait des choses qui se rejoignaient. Alors du coup, moi, je viens quand même sur la deuxième question. Finalement, cette conscience, une fois qu'elle quitte le corps, est-ce qu'elle continue d'exister? tu m'amènes dans des domaines que je ne saisis pas très bien en tant que je vois. Il existe une forme, ça ne s'appelle pas conscience à ce moment-là, ça s'appelle présence, c'est ce qu'on me dit. D'accord. C'est une présence constante. À- en fait, c'est une. Bon, il me passe 15 mots en même temps, là. C'est ça qu'on appelle fusion, probablement. Il y a une association intime entre les vibrations des autres plans et la vibration que l'être humain a atteint. Et Mhm. ils n'appellent pas ça conscience parce que on pourrait mettre les mots qu'on veut. Enfin, disons, j'aime bien le mot fusion à ce niveau-là aussi, pas uniquement l'histoire entre le double et le moi, le petit moi, le grand moi. Et oui, c'est une présence, c'est ce qu'on dit, c'est une présence qu'on n'est pas capable d'imaginer, sauf peut-être dans certains états de rêve.
n'ai peut-être pas envie d'approfondir ça, là, mais c'est parce que c'est une matière que je côtoie moins, simplement pour garder mon énergie principale sur le travail d'intégration et d'élévation de l'être humain. Mais si je vais trop loin, je sais que je vais me préoccuper de plus, j'allais dire, de plus intéressant. Donc, j'aime bien le travail que je fais là, de coaching. C'est moi, ça, c'est moi. C'est ma facilité. Et si je veux aller trop loin, je perds de l'énergie. D'accord? Parce que j'ai le sentiment de ne pas toujours avoir les réponses exactes. J'essaie de mettre des mots et je suis en formation, si on veut, ou en élévation moi-même. Donc, alors, allons-y avec ta question, mais éventuellement, on va se rapprocher de la planète Terre, si on veut. Bon, tu sais que moi, c'est des domaines qui m'intéressent beaucoup aussi, ce qui se passe après, etc., de par mon expérience aussi. Donc, oui, mais l'autre point à considérer, c'est que moi, je ne suis pas un initié, et la plupart d'entre nous ne le sont pas. Et même un initié, c'est qu'on peut mentir n'importe quand pour les besoins de la cause ou de la chose. On peut te faire croire n'importe quoi, soit pour te tester toi-même ou pour ne pas que tu dévoiles des secrets ou des codes qui ne doivent pas être dévoilés maintenant. Tu sais, il y a des gens qui, bon, c'est des voyants ou tout ça, et ils voient des choses ou ils entendent des choses, mais ce n'est pas nécessairement la réalité ou c'est une partie de la réalité. Juste ça, ce jeu-là me prédispose pas à aller fouiller trop vite dans les futurs avec des S. D'accord. Mais je réponds à ta question parce que je t'aime bien, puis parce que ça me permet de voir mes limites. ouais, ça, ce serait bien d'aller les craquer, ces codes. Mais voilà, c'est une autre histoire. Du coup, moi, il y avait une question que je me posais finalement. Quelle est la différence entre savoir et croire? Alors, ça paraît tellement évident. Tu as des personnes qui disent, bah, je sais, mais dans quelle mesure tu sais que tu sais, puis dans quelle mesure tu ne sais pas. Tu sais que tu ne sais pas. Non, mais j'ai Ouais, compris. tu ne sais Oui, pas. Pour moi, croire, la différence, elle est, enfin, la limite, elle est très mince. oui, croire, ça vient de l'âme. D'accord? Mm, Savoir, ça vient de l'esprit. Ça ne veut pas dire que c'est dans la tête uniquement. Savoir, c'est dans tout ton être, tu sais quelque chose. Donc, tu peux le ressentir à certains moments un peu plus au cœur, un peu plus, peut-être pas dans le pied droit, là, j'exagère un peu, mais quand tu le sais dans ton entier et partant de l'esprit. On l'appelle l'esprit, c'est que c'est froid, tiens, c'est froid. Quand tu crois, c'est chaud. Et mm. ça peut devenir très chaud, ça peut devenir de l'animosité, de la haine vis-à-vis d'autres façons de penser ou de croire. Donc, par exemple, les guerres de religion. Quand tu crois, ton cœur est engagé. Donc, quand tu regardes la terminologie de certaines religions, disons que le chrétienté, nous la connaissons un peu plus pour avoir été élevés dedans. Les formules des prières, c'est élevons notre cœur, rendons grâce, c'est le cœur qui est demandé. C'est au cœur, donc à l'âme, que nous demandons de s'élever. Et ça prend un point, comment je dirais, un point de relais pour croire. Il faut croire à quelque chose. Ça ne t'appartient pas. Tu es le véhicule d'une croyance, c'est-à-dire, d'un membership à la même croyance collective. Et ça élève l'âme. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais si tu parles du savoir et non de la connaissance, là, je pense que tout le monde commence à connaître la différence. La connaissance, c'est de la mémoire. Le savoir, c'est indiscutable. Tu commences à... Quelqu'un te parle de quelque chose, et tu le sais, puis tu n'as jamais rien appris là-dessus. Jamais, je veux dire, dans ta vie actuelle. Bien Par sûr. exemple, ou tu arrives quelque part en voyage, ça m'est arrivé dans le midi de la France, là, maintenant je sais que j'ai été Qatar, donc, mais je ne sais pas les détails. Mais quand je suis arrivé là, j'ai vibré énormément, sans raison, sans raison logique. Mais je donne l'exemple d'un endroit, parce que c'est facile à voir comment ça se fait que si je vais au Japon, je peux aller encore, j'aurais peut-être pas besoin d'y aller, mais je sais qu'il y a du samouraï il y a de cette civilisation-là dans moi. Bon, ça, c'est une mémoire. Et quand tu vas plus loin avec quelque chose qui n'est même pas connu des humains et que tu sais, parce que quelqu'un te parle de quelque chose, tu tombes sur un volume de
Et à ce moment-là, tu sais que tu sais. Il n'y a pas d'émotion. Il peut y avoir un petit frisson, mais ça, c'est beaucoup dans le rappel de mémoire, les petits frissons. Les gros frissons. Ben, il y a dans d'autres moments aussi, mais je n'ai pas besoin d'en parler. Et je pourrais parler de la psychologie des frissons, mais restons tranquilles. Quelqu'un m'a dit récemment encore que je faisais trop de farces. Oui, je fais des farces, mais ça a un inconvénient. Je fais un petit parenthèse sur les farces. Ça a l'inconvénient de diluer un peu l'autorité de la parole que je peux avoir. Ça a l'avantage d'éviter aux gens de trop sacraliser ce que je ou d'autres personnes peuvent dire. Exemple, les sectes, excusez ceux qui travaillent avec la matière de Bernard de Montréal, parce que pour moi, Bernard, c'est un grand personnage, point. Mais j'allais dire les sectes qui se forment autour du supramental. Bon, je reviendrai là-dessus. Ça m'intéresse beaucoup, ce point-là, parce que ça s'éloigne du savoir. C'est que la personne va jubiler, devant l'enseignement, va, je dirais, s'incliner, ce qu'on appelait l'adoration auparavant, va créer des personnages de culte, comme qu'est-ce qu'il y a eu là à Notre-Dame, à Lourdes, là, récemment, dans les derniers jours, d'une grosse célébration pour l'hologramme qui est apparu à un moment donné dans une grotte. Bon, alors, on fait un culte autour de ça. Bon, alors, les farces, il y aura peut-être d'autres moyens éventuellement. Les farces, premièrement, ça me fait comment dire, un dégagement par rapport à la lourdeur de l'initiation, si on veut l'appeler comme ça. En tout cas, éventuellement, je trouverai d'autres moyens. Mais j'aime bien faire ça. Si c'était vraiment un défaut, je m'en corrigerai le moment venu. Donc, même Bernard de Montréal, pour le citer, m'avait même dit en conférence, quand tu faisais ça dans le temps avec les intimes, c'est-à-dire conférence privée, il m'avait dit arrête de rire. Parce que je sourire. Puis il m'avait comme cassé le sourire. Puis c'est peut-être en résistance à lui que je continue à faire des farces. Bon, je ferme la parenthèse. Après, c'est surtout parce que ça t'appartient et puis je pense que c'est bien. Oui, ben, ça appartient à l'ego. En fait, ça appartient à l'ego. Donc, c'est pas quelque chose à cultiver pour. J'ai de la difficulté à imaginer des plans de vie où on fait constamment des faces, puis on se tape sur les cuisses. Ça ne m'est pas tellement. Comment dire? C'est pas quelque chose que je peux concevoir facilement. Mais tant que j'ai des cuisses et je peux me taper un peu dessus, c'est bien. Ok, du coup, pour en revenir à ce savoir, puis après peut-être je reviendrai sur ce que tu as évoqué juste avant. Pour en revenir au savoir, est-ce que finalement, quand on est dans le savoir, on n'est pas dans une forme de paix, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de chercher à convaincre qui que ce soit? Poser la question, c'est y répondre. Ben oui, exactement. On n'a plus besoin justement de se chamailler pour savoir si on va, enfin pour quel avoir ego va être prédominant. Exactement. On sort de l'animal. Voilà, finalement, ça devient, c'est peut-être quelque chose qui pourrait s'inscrire voilà, dans sa vie quotidienne de tous les jours où on se rend compte qu'on n'a plus envie d'avoir des conflits. Est-ce que ça, alors après, c'est peut-être l'énergie, c'est pas forcément le savoir en tant que tel, mais est-ce que ça, c'est pas peut-être une énergie qui est reliée? Ce que tu appelles l'énergie et le savoir, c'est difficile de faire la différence. C'est qu'est-ce que tu reçois si tu as besoin d'une information, tu l'as parce que tu es en, c'est quoi le mot? Symbiose. Symbiose avec ce qu'on appelle le savoir, avec ce qu'on appelle autant les archives universelles que les projets créatifs. Je l'appelle comme ça pour le moment. Tu es en osmose, c'est quoi la différence? Symbiose, osmose. Tu es en osmose avec la création. Bon. Les matériaux dont tu as besoin te sont disponibles sans que tu t'énerves le poil des jambes, comme on dit au Québec. C'est-à-dire que c'est là, tu entres dans... Et c'est pas facile de changer les mots. Tu rentres dans le savoir, tu rentres dans la paix. On appelle ça la paix. C'est la placidité de l'énergie.
il y a un côté placide dans le savoir. C'est pas un côté, c'est une caractéristique de placidité. Voilà. Ça enlève l'acidité. Et c'est intéressant parce que j'y vais un peu, là. Y a-t-il des mots pour ça? On dit une lumière, on dit des champs magnétiques, on dit une disponibilité totale, une absence de résistance, une identité très ferme, très bien construite, qui ne bouge pas au moindre vent, mais qui a la facilité d'assimiler tout ce dont elle a besoin. Bon, on va dire longtemps comme ça. Ici, on a des mots terrestres et c'est bon aussi. Donc, ce que ça fait, encore ce même Bernard avait dit la conscience. La conscience, c'est comme un lac placide. Voilà, placidité. C'est comme un lac placide, c'est froid et il n'y a pas de mouvement dessus. Il y a un mouvement global des univers, de la création. Mais Parce que là, sinon, c'est de repartir sur cette idée d'équilibre où finalement, tu n'as plus rien qui bouge, mais en fait, si tu n'es plus en mouvement, tu n'es plus dans... tu es en mouvement, ouais. Tu es en mouvement avec le mouvement global et tu es en mouvement selon le mandat qui t'est donné. Bon, par exemple, tu t'incarnes sur une autre planète, puis tu vas enseigner la danse cosmique. Je fais exprès de dire la danse parce que je suis un petit peu pas vicieux, c'est quoi le terme? Provocative. Provocative, exactement. Ok, et du coup, parmi les informations, bon, en fait, c'est quoi une information? Alors, ça peut paraître totalement stupide comme question, mais on parle souvent d'informations qu'on va recevoir au niveau télépathique, etc. Est-ce que, ben, déjà, qu'est-ce que c'est une information? Ça, c'est ma première question. Pour le comprendre, nous, on peut le comprendre un peu mieux avec l'informatique. Est-ce que tu vois passer une information entre ton téléphone et le téléphone de l'autre? Tu ne la vois pas, tu la reçois. Donc, je ne suis pas qualifié pour donner le sens exact du phénomène que pour le moment j'appelle électromagnétique, là, mais ça peut être ionique ou ça peut être beaucoup. C'est pas dans, comment dire, c'est pas dans mon répertoire, c'est pas dans mon savoir. Du moins, ça ne s'est pas découvert encore. Mais à mesure qu'on vit les choses, on s'aperçoit qu'il y a un phénomène. Il y a beaucoup de phénomènes qu'on ne peut pas expliquer. Le phénomène de télépathie, par exemple. Est-ce que le savoir sur les grands plans est une télépathie? Je ne peux pas répondre à ça. C'est une idée. Je ne m'en préoccupe pas beaucoup pour le moment parce que sinon, je vais tomber dans le mental intellectuel. D'accord. Alors, ta question, c'était l'information. Qu'est-ce que c'est? Ouais, qu'est-ce que c'est? Puis après, les informations, est-ce qu'elles passent uniquement, par le cerveau ou est-ce qu'elles peuvent passer également par d'autres endroits du corps selon les activités qu'on fait, qui vont Il y a nous des mettre gens qui en parlent sensation? il y a des gens qui disent mon petit doigt m'a dit, mais qu'est-ce que c'est le rapport exact? Non, je ne sais pas la réponse à ce que tu me demandes. D'accord. Ça ne doit pas passer par l'intellect, d'accord? Mais ça passe par le canal. Je vais l'appeler comme ça, d'accord? Canal qui englobe tous tes centres. Et si tu reçois plus par l'oreille gauche, là, je ne vais pas trop faire là, la face, là, mais selon ta constitution à toi, tu peux recevoir plus, disons, par les yeux ou par l'audition, la clairaudience, la clairvoyance, puis la clairtouchance. En fait, beaucoup de gens reçoivent des informations. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui marche, comme je l'ai déjà fait, puis ça lui dit de placer ses mains là sur tel endroit du corps de la personne. Ça lui dit, ça ne veut pas dire que c'est des paroles, c'est un mouvement qui se crée à l'insu du masseur ou de la masseuse, à l'insu, non, c'est pas vrai non plus, qui se crée sans l'intervention logique et mentale intérieure de ces formes-là, des connaissances qu'il a apprises et tout ça, c'est au-delà de ça. C'est un mouvement, d'autres vont dire une inspiration, d'autres vont dire la muse la muse de l'écrivain, la muse du compositeur. Bon, je ne pourrais pas te spécifier exactement, il y a comme un mouvement qui se crée que tu laisses aller ou pas.
D'accord. C'est de l'information, mais pas sous la forme verbale, sous la forme logique. Ok. Et du coup, alors les informations qui viennent des houblons, elles peuvent passer par les différents sens, que ce soit la vue, la Oui, parole. oui. Mais ce qu'on nous enseigne, et je vais prendre le mot enseignement, à partir quand même de Bernard de Montréal, il faut bien le nommer, cet individu-là, parce que c'est pas normal. Il y en a eu d'autres très hauts aussi. Moi, c'est lui que j'ai rencontré. Et ce que Bernard disait, c'est que l'ultime pour l'être humain actuellement, pour élever sa vibration et monter, pas l'échelle de Jacob, mais monter les plans, c'est la parole. La parole vibratoire, la parole, le centre de la gorge ici. Si on parle de centre énergétique dans l'humain, c'est celui-là qui doit être développé pour la 6e race. C'est des mots qui sont utilisés, je fais attention. Mais ce qu'on appelle la prochaine race humaine, celle qui commence, le travail à faire, c'est avec la parole. C'est ce que je fais avec les gens qui me consultent la plupart du temps, mais on peut pour construire la parole, pour construire l'autorité de la parole, on peut commencer par des aspects plus psychologiques, je ne mets pas de mots négatifs à ça, et construire une force intérieure chez la personne qui n'en a pas suffisamment, construire une identité. Ça prend souvent ces étapes-là pour que la personne accepte, je veux dire surtout la femme, je vais être sexiste, mais pour que la personne accepte d'exhaler, qu'est-ce que c'est ça? Exhaler sa parole, sa réelle parole, qui contient toute sa vibration. Éventuellement, quand tu as la parole, avec le verbe, tu n'as plus besoin des autres centres. Je vais la questionner celle-là. Tu n'as plus besoin des autres centres dans le sens que tu deviens moins visuel, moins auditif. Il y a moins de phénomènes qui touchent à l'astral, qui habitent dans toi. Ok, parce qu'on est d'accord que tout ce qui va être en lien avec le visuel, c'est quand même beaucoup relié à l'astral. Oui, Ok, exactement. En tout cas, c'est par là que l'astral passe le mieux. bien sûr, ouais. Les personnes les plus, je veux dire, les moins faciles à ajuster, c'est celles qui ont un grand écran mental sur lequel il se passe toujours quelque chose. C'est pas. Non, ben, tu sais ce que je veux dire, là. Et parce que c'est très, très facile pour l'astral d'envahir l'écran mental. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils réussissent, je ne sais pas comment ils le dire, mais ils réussissent à faire un mur, une séparation entre l'écran mental, entre la capacité visuelle et le canal central. C'est à explorer. On n'a Moi, peut-être pas besoin. Oui, allez. je trouve ça particulier parce que finalement, ben, on a un cerveau qui est visuel, hein. On est des êtres visuels. La parole, elle va te donner des images. Il y a beaucoup d'imaginaire aussi qui est créé avec les pensées qu'on peut avoir. Par exemple, quand tu lis un livre, tu vas forcément avoir des images. Tu peux même travailler la mémorisation de certains de toutes de tes études en fait en créant des bibliothèques. Enfin, en tout cas, ça c'était un neuroscientifique qui nous avait donné cette astuce. Et du coup, c'est pour ça que je trouve assez compliqué, sachant qu'on a un cerveau qui est très visuel, de finalement, enfin moi je me force à me passer de... Oui. Ce qu'on me dit pendant que tu parles, c'est très intéressant parce que ça suscite autre chose. C'est que étant dans la matière et devant créer des formes dans la matière, on a un avantage très net à avoir un visuel. Voilà. Mais en même temps, je vais te dire que contrairement à ce que tu penses, que c'est à peu près, bon, il y a eu les écrits ici du docteur Lafontaine et de d'autres qui ont divisé en deux les visuels et les auditifs. Il y a des gens qui n'ont pas d'écran mental ou qui en ont très peu. C'est mon cas. Et si je parle avec, bon, par exemple, un architecte, par exemple, a absolument besoin d'un écran mental. Sinon, qu'est-ce qu'il peut faire? L'ordinateur peut-être va le faire maintenant parce que les ordinateurs font beaucoup de choses, incluant des édifices en S ou en C avec une cédille en dessous. J'exagère encore, mais les ordinateurs font beaucoup de choses. Ils n'ont pas d'écran mental. Enfin, ça m'importe un peu. Mais il y aurait à peu près la moitié des gens qui seraient davantage images et d'autres qui seraient davantage mots, MOTS.
Ça ne veut pas dire qu'ils ont le verbe et l'autorité de la parole, mais ils sont portés souvent, ces gens-là, ces personnes-là sont plus introvertis et les autres sont plus extravertis parce qu'ils ont besoin pour nourrir les images, pour nourrir la vie, En fait, les images sont stimulantes autant que les mots, mais les mots font un peu pas se retirer, mais font un peu plus de vie intérieure et les images font plus de vie extravertie. Je développe en même temps que tu me parles, là, mais donc ce n'est pas tout le monde qui a un écran mental. Le fameux Bernard en avait pas. Il disait publiquement, il disait pas qu'il était handicapé. Il disait que bon, il disait qu'il n'avait pas. Mais lui, il allait par la parole, c'est ce qu'il enseignait. Et ce que je veux dire, je l'ai échappé, ça m'arrive quand je parle trop, là, je suis pas encore assez bien tuné. C'était quoi la question? Par rapport au fait qu'on a un cerveau qui est visuel, enfin ça c'est les Oui. neurosciences Ah oui. récentes qui le disent et que ça va qu'apparemment même la distinction auditive-visuelle, tout ça c'est une croyance, c'est que c'est pas forcément. Oui, parce qu'on a découvert que des gens on a mis le mot kinesthésique, et puis bon, ce qu'on me dit, c'est que les sens, tout ce qui concerne les sens, donc l'écran mental ou comment on appelle ça, la clairaudience, mais pas nécessairement clair, là, l'audition, mais l'audience, ça dit bon, enfin bon. Avec tout ce qui passe par les sens, surtout les sens supérieurs comme les yeux et les oreilles, c'est nécessaire parce que nous sommes dans la matière, parce que nous sommes dans l'incarnation. Parce que dès qu'on quitte le corps, les sens ne servent à rien. Et pendant qu'on est dans le corps, les sens peuvent être un centre d'invasion de l'astral. Si c'est bien utilisé, c'est parfait. Mais c'est un champ facilement envahissable chez l'être humain. D'accord. Je le vois, peut-être que moi, je suis plus avec les mots qu'avec les images. Mais quand je travaille avec une personne qui est très image, puis qui est dans la merde, on va dire, c'est un peu plus difficile d'amener la personne à couper les images qu'à couper j'allais dire, les sons. Je ne dis pas que c'est plus facile, que c'est très facile avec les sons, avec les mots, mais on peut plus facilement, je trouve, c'est un jeu, que c'est un peu plus facile de se couper des pensées comme des suggestions, des pensées insufflées, par exemple, tu ne seras pas capable, et tu as toujours battu tes choses. C'est pas facile de se débarrasser de ça quand c'est insistant. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'avec les images, c'est encore plus difficile parce qu'il semble prendre la personne plus à l'improviste encore. Ça, à développer éventuellement. L'important pour moi, quand je suis confronté, moi je suis un praticien, quand je suis confronté à ça, je sais qu'il y a beaucoup de techniques en psychologie pour couper les pensées. Les images, ça a été moins étudié. Mais moi, je travaille pour l'élévation vibratoire. C'est-à-dire que plus ta vibration s'élève, moins tu es sujet à tes sens. C'est-à-dire surtout aux défauts de tes sens. Ils peuvent pas couper. Quand ton autorité vibratoire est assez forte et assez haute, eh bien, c'est comme un champ magnétique qui repousse les plus basses vibrations. Moi, c'est ce qui m'intéresse davantage. Parce que je le comprends mieux, quelle que soit la raison, je travaille comme ça. Oui, parce que si aller à chacun des symptômes, ça devient pénible, ça devient très long dans le temps. Tu peux faire une psychanalyse de 10 ans, puis faire le lien de chaque chose avec la couleur des bas de ton père ou de j'exagère encore, mais non, ça a été bon, la psychanalyse. Je ne veux pas déprécier, il y en a encore qui la font, mais il y a des moyens plus rapides maintenant, surtout avec l'enseignement, appelons-le supramental, l'enseignement d'élévation de la fréquence de l'être humain. Ça, c'est prometteur pour moi. En fait, moi, je te pose ces questions, c'est juste parce qu'il y a des gens qui vivent beaucoup dans du visuel, hein, c'est aussi pour ça. Et puis finalement, d'arriver à s'en dégager, c'est pas si facile que ça. Et moi, j'ai encore toujours plein de visions, en fait. Je peux parler à une personne, je vais avoir, je sais pas, ça peut être une forêt tout à coup, en même temps que je parle à une personne, je vais voir une forêt avec des choses qui se passent dans cette forêt, il y a une histoire qui va se créer. Oui, Et c'est utile. Tu vois, c'est pas... Et du coup, est-ce que c'est à tout prix à rejeter? Je ne pense pas. Je pense non. J'ai pas dit ça.
Non, non, c'est juste que voilà, si on est dans la haute vibration, c'est en fait, est-ce que bah, finalement, c'est de le prendre, le garder avec soi, mais de ne pas laisser avoir le pouvoir sur soi. Peut-être que. Exactement. Ben oui, Ouais. c'est comme si tu as un microscope, tu n'es pas obligé de t'en servir à cœur de journée. Tu as juste t'as besoin d'avoir une réponse et tu vas par là. Et bien non, une personne qui est bien équilibrée avec ses sens, elle fonctionne très bien au niveau terrestre. Mais si elle veut avoir une conscience, si elle veut, ou si on lui impose une conscience plus grande, bien là, elle va sentir un certain détachement des sens pour garder une centricité. Autrement dit, elle ne se fera pas éparpillée par les phénomènes sensoriels. Ok. Ça va C'était. servir en temps voulu. Et au niveau de la... C'était quoi la question au sujet du... Qu'est-ce qui se passe dans les hauts plans? C'est que cette conscience-là, le mot n'existe plus parce que ça ressemble... je l'ai échappé, je suis désolé. Il faut poser la question parce que sinon, ça se perd un peu quand même. Laquelle tu voulais que je te pose? Bon. Enfin, je voulais monter aux autres plans, puis c'est pas conscience. Ah Par oui, rapport c'est à ça. C'est la que présence, la ça ressemble présence, la ce qui présence. se passe sur les autres plans, c'est que Oui. ça ressemble à ce que nous, on appelle le savoir. Ok, merci pour la D'accord? réponse. C'est pas une conscience Mhm. consciente. C'est-à-dire, c'est une conscience immanente. Tiens, un beau mot, ça. Immanente. D'accord. Donc, ce qu'on ressent sur les hauts plans, c'est le savoir. Oui, ça, c'est ce qu'on me dit. Je ne tiens pas compte du mensonge cosmique quand je dis ça. Là, on parle, et puis je suis en train de. Parce que moi, je réponds à ta question avec ce qu'on me donne. Bon, d'accord? Il faut toujours faire un peu. Avoir, pas des réserves, mais avoir la vigilance de toujours vérifier, ne pas croire. Là, moi, je ne crois pas que c'est immanent, mais si c'est immanent, tant mieux. Ou tant pis. Bien sûr. Bon, d'accord. Non, c'est juste parce que parfois, quand tu es dans tes sorties de corps ou des choses comme ça, tu n'es pas forcément dans le même état de conscience. C'est pour ça que je voulais te poser cette question-là, en fait, parce que c'est Oui. forcément un vécu et puis, du coup, le pourquoi de cette question. OK, alors, avons-nous assez développé pour Je pense que oui, pour moi, c'est bien le comme ça. besoin d'aujourd'hui? Mhm. Je te remercie en tout cas d'avoir pris ce temps. Ben, Et c'est puis, moi qui vais te remercier. Tu me fais parler. Tu me fais parler. Et je suis plus là-dedans. J'étais introverti qui ne parlait à personne. Je fais un témoignage sur ma vie, comme si j'étais dans un atelier de groupe, là, mais ça m'allait très bien de faire un psychologue et d'écouter. Et plus ça allait, ben, j'écoutais autant, mais j'activais plus. Là, je suis rendu à déblatérer, pardon, à parler moi-même, à affiner une certaine parole. Et ça donne quelque chose. Effectivement, ça change pas que la perspective, mais ça change l'état d'esprit. Et bah, le sentiment. Oui. j'apprécie beaucoup la variété des personnes que tu interroges, des différents points de vue qui sont amenés. C'est toujours, bah, c'est vibrant. C'est vibrant, quelquefois délirant, mais c'est Mhm. délivrant aussi. Mhm. Alors, encore une autre pour terminer. OK. Ok, Alors, on se merci. reprendra avec ce sourire magique que tu as. Merci. Au plaisir. Au revoir, Pierre.